New York, ville de tous les possibles, où littéralement tout peut arriver. Parfois même que des courses au large y prennent leur départ. Un peu à l'écart du tumulte, nichée au cœur du Financial District, la marina de North Cove. Là, tout près du mémorial de Ground Zero et du nouveau World Trade Center, 14 monocoques sont amarrés, à quelques jours de s'élancer sur la Transat New York-Vendée. Nouvelle épreuve inscrite au calendrier de l'IMOCA Ocean Masters et qui suscite un réel enthousiasme. Je crois que la photo elle parle d'elle-même, d'avoir 14 IMOCA au pied de Manhattan, c'est la carte postale dont tout sponsor rêve. Donc que ce soit pour nous marins qui sont un peu comme des enfants devant cette ville et puis les sponsors qui rêvaient d'avoir la photo de leur bateau devant la Statue de la Liberté, c'est ce que tout le monde était venu chercher et c'est une vraie réussite. New York is one of the greatest cities in the world. It has a fabulous maritime history and we're delighted to be here. The teams are delighted to be here and we're very much looking forward to the big send-off on Sunday. Le départ, c'est pour le dimanche 29 mai. En attendant, les pontons de la marina de North Cove sont baignés d'un soleil de plomb et vivent au rythme des derniers préparatifs. Voilà, les derniers petits fignolages histoire de tester des choses. Et puis le skipper aussi, ça y est, il a eu le temps de refaire un peu du sport. Il a fait les convoyages avec nous pour venir, donc il a fallu qu'il se repose un peu. Mais ça y est, là, il est rentré dans sa course déjà, là, moralement. Donc ouais, il est prêt à partir. Le skipper, on le retrouve à l'intérieur de son bateau, occupé à étudier la route qu'il va devoir emprunter sur le début de course. Il y a 2 ans à peine, Morgan Lagravière intégrait la classe IMOCA. S'il ne part pas tout à fait dans l'inconnu, il concède cependant qu'il manque un peu de repères. On a pas mal de questions en suspens et on attend ces réponses avec impatience. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier qu'il faut aussi être capable de durer sur la longueur. C'est pas une course de la solitaire du Figaro, c'est pas 4 jours de navigation. Il y a une gestion matérielle à envisager, une gestion humaine, une gestion du sommeil. Toutes ces choses-là pour essayer d'arriver jusqu'au bout en forme. Voilà, on va essayer de faire au mieux pour que tout ça se passe bien et faire finir la Transat déjà avant tout, parce qu'on a eu du mal dans le passé à terminer toutes nos courses et si on peut finir bien, quoi. Voilà. Ces derniers mois, d'autres aussi ont essuyé quelques déconvenues, comme Alex Thompson, lequel avait même failli perdre son bateau flambant neuf lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Pour lui, la New York-Vendée va s'effectuer dans un but bien précis. We use this race as an opportunity to practice for the Vendée Globe. So everything is a practice. How we prepare the boat, the final details, how I prepare myself, the people we work with. Everything that we do is a preparation for the Vendée Globe. So, for me, I feel relaxed, I feel focused, and I really want to go sailing. Revue de détail, dernier test match, warm-up, autant de formules applicables à une course dont la date dans le calendrier, nous sommes à un peu plus de 5 mois du départ du Vendée Globe, n'aura échappé à personne. Tous les favoris du prochain Vendée Globe sont là, donc c'est une répétition générale. Donc il n'y aura pas forcément, c'est pas un entraînement, c'est une vraie course. L'enjeu n'est pas le même que le Vendée Globe, c'est sûr, mais par contre il y a un intérêt effectivement à être bien placé, à être devant pour montrer qu'on est en forme ou pas. On va pouvoir se concentrer vraiment sur des objectifs de préparation de Vendée Globe, à commencer avec des objectifs de performance un peu plus importants. Et je crois que d'avoir un plateau comme on l'a ici, 14 bateaux, entre les deux Vendée Globe, c'est la seule course qui est capable de réunir 14 bateaux en solitaire. New York-Vendée revêt aussi une importance capitale pour certains concurrents, ceux qui n'ont pas encore leur qualification en poche pour le Vendée Globe. Tel Yann Eliès, tenu d'accomplir au moins 1500 milles, ou plus inattendu, Kojiro Shiraishi, venu tout droit du pays du soleil levant. Engagé dans une véritable course contre la montre, lui doit impérativement terminer la Transat. それはもうスタートが遅れたので、一つ一つ本当に綱渡り状態で来たので、もうとにかく慎重に行きたいなと思ってます。このレースが大切なのは誰よりもよく自分が分かってます。Et le dimanche 29 mai 2016, nous y arrivons enfin, pour constater que la flotte des 14 IMOCA pique la curiosité des New-Yorkais massés sur les rives de l'Hudson River. Coup de canon et départ symbolique de la première Transat New York-Vendée. Manhattan à l'arrière-plan, la statue de la Liberté en majesté, des bateaux qui slaloment au milieu du trafic fluvial, le spectacle est total.
C'est parti pour un peu plus de 3000 milles de navigation, soit un parcours d'environ 5700 km. C'est une transatlantique d'ouest en est, donc essentiellement au portant. Donc c'est des transats relativement rapides. On a une première partie là qui va commencer sagement. On va faire le tour d'une dépression par le sud qui va nous générer des vents d'ouest, puis on va s'en libérer à l'approche des côtes européennes. Et là on aura à gérer l'anticyclone des Açores qui est installé dans le golfe de Gascogne. Comme le souligne Sébastien Josse, la Transat New York-Vendée va secourir en grande partie dans des vents portants, ce qui devrait plutôt avantager les bateaux de dernière génération équipés de foils. C'est sûr que cette transat, la logique voudrait qu'elle soit remportée par un foiler. Maintenant, entre ici aujourd'hui à New York et dans 8 jours au Sable d'Olonne, il y a un océan à traverser, des tonnes d'ennuis à gérer pour tout le monde. Donc voilà, on verra, on comptera les points à l'arrivée. Entre 8 et 10 jours, c'est à peu de choses près le temps qu'il faudra au plus rapide pour atteindre l'autre rive de l'océan Atlantique. Manhattan derrière nous, l'océan droit devant. C'est sportif la sortie avec les virements de bord, mais faut pas se plaindre. Super condition de départ, 10 nœuds de vent, une flotte super groupée sur la bouée avec un peu de courant, génial. Et voilà, l'Atlantique nous attend. Bye bye New York. Bye bye New York et bonjour la brume. Au-dessus du pont de Verrazzano, une brume épaisse qui est apparue soudainement et accompagne les concurrents pendant les premières heures de course. C'est un petit peu tendu parce qu'il y a beaucoup de brume, on voit vraiment pas devant. Voilà, ça sonne, il y a des cargos partout, on les voit pas. Ah, c'est Banque Populaire et c'est bon. Au sortir du brouillard et d'une première nuit stressante, celui qui a tiré les marrons du feu s'appelle Vincent Rioux. Et ça se passe pas trop mal. Il y a notre ami Gitana qui est juste derrière et tous les deux, on tient la tête de la flotte. Une première journée sous haute tension puisque il y avait beaucoup de choses qui traînaient dans l'eau cette nuit du côté de la côte est des États-Unis. Là, il y a Keguiner, qui a tapé, Safran, tapé grosse voie d'eau, et là à l'instant, Banque Populaire qui vient de taper, et grosse voie d'eau. C'est Bierbach maintenant qui a pété son foil, donc c'est vraiment la cata. Allez, on croise les doigts pour que... Là j'ai rentré mon foil moi, parce que j'ai pas envie de taper et tout péter, donc tant pis si on va moins vite. Forcément, ça réfrène les ardeurs. Au total, 5 bateaux doivent rebrousser chemin en direction de Newport. Leurs appendices, foils ou dérives classiques, sont entrés en collision avec des OVNI, acronymes pour objets flottants non identifiés. Certains bateaux ont dû toucher des cétacés, je pense, mais ça peut être aussi des rondins, ça peut être aussi des containers. Mauvaise nouvelle, on vient de taper un objet flottant non identifié et on a beaucoup abîmé la dérive comme vous pouvez voir. Les skippers ne sont pas vraiment prononcés exactement sur l'impact de ces objets, mais c'est vrai que dans cette première partie de course, il peut y avoir par les courants pas mal de regroupements d'objets non identifiés et en plus les mammifères marins. En réalité, c'est la quasi-totalité de la flotte qui a subi des chocs. Alors qu'il était en tête, Vincent Rioux n'y a pas échappé. Voie d'eau et dégâts collatéraux sur l'électronique du bord, sa course est reléguée au second plan. Aujourd'hui, décision, direction les Açores, ça va être un peu un chemin de croix. La course là, elle continue parce qu'il n'est pas question d'abandonner, mais disons qu'on n'est plus dans le même registre. Voilà. Les Açores, autrement dit, arrêt au stand nécessaire pour le vainqueur du Vendée Globe 2004-2005. Quelques heures plus tôt, Armel Lecléache, récent vainqueur de la Transat anglaise, signifiait lui son abandon à la direction de course. Pas épargné non plus avec 4 collisions. Alex Thompson s'en est plutôt bien sorti. Il en profite pour lâcher les chevaux et prendre le leadership. Overnight, I've managed to sail around the outside of everyone. I think Hugo Boss's strong point is downwind, broad-reaching, running. Currently going very fast. 27, 28, 26, 25, 26. Takes a bit of getting used to, I can tell you. Anyway, it's great to be in the lead, but I'm just concentrating on trying to keep the boat together, learn as much as possible,
try not to break anything. Au rayon des bonnes nouvelles, 4 bateaux éclopés sont de retour en course. Mais chez certains, quand ça ne veut pas... Un beau coucher de soleil, mais conditions difficiles sur le Saint-Michel-Virbac après cet arrêt à Newport pour raison de foile cassée. Maintenant, c'est le petit coup dur de la pétole et les adversaires qui partent, qui caracolent devant, pas grand chose à faire si ce n'est attendre. Et voilà, une nouvelle transat commence, une nouvelle course commence pour moi. J'espère qu'elle m'apprendra des choses. Yann Eliès, lui, n'avait guère d'autre choix que de reprendre la course. Bon, allez, c'est reparti! C'est reparti, cette fois-ci, on fera gaffe aux ovnis. Bon, et ben, toute une histoire quand même, ce départ de la New York Les Sables. Mais bon, ça y est, on est reparti en course, puis on va essayer de rattraper les petits copains et surtout d'aller chercher la qualif. Il y a donc ceux de derrière, repartis de Newport, qui doivent s'extraire des petits airs. Et il y a ceux de devant, les leaders, près de 1200 milles plus loin, qui se préparent à gérer une grosse dépression. Petit coucher de soleil, changement d'ambiance. Demain, on rentre dans la dépression, c'est déjà un peu le cas. Au 3e jour de course, le trio de tête fait route au nord pour aller chercher le cœur de cette dépression. En théorie, c'est la route la plus rapide, mais c'est aussi la plus vantée. Le plus radical dans l'histoire, c'est Alex Thompson, qui augmente son avance sur Jérémy Bayou et Sébastien Josse. Well, it's very windy now, 30 to 35 knots. Forecast to be that, well, a bit less probably, gusting more. I've got a few reefs in and the J3. Still going very fast, touching 30 knots. I'm right up butting against the ice box. And actually the faster I go, the less wind I'm going to have. So it doesn't feel very comfortable. Voilà, c'est un peu stressant l'histoire. Le bateau va vite puisque il y a du ragage dans les voiles, dans les gréements. Voilà, c'est pas très agréable et ça va durer une trentaine d'heures comme ça là. Il y aura une manœuvre aussi un peu flippant. Dans le 2e peloton, de Paul Meillat, 4e, à Fabrice Amédéo, 8e, c'est une route sud, moins périlleuse, qui est privilégiée. Maintenant, on fait route vers l'Espagne. Et prudemment vers l'Espagne, parce qu'on pourrait faire route vers la France, mais l'idée c'est d'enrouler la dépression où le vent sera fort, donc en restant un peu à l'extérieur. Comme à l'extérieur du virage en athlétisme. Parce que plus on sera à l'intérieur du virage, plus il y aura de vent. Et du coup, je suis en train de régler les voiles pour le nouveau vent. À nouveau aux avant-postes, alors que ses poursuivants les plus proches ont mis de l'est dans leur cap, Alex Thompson insiste sur une trajectoire nord. Il va compter jusqu'à plus de 100 milles d'avance avant de connaître une drôle de mésaventure. It was a difficult night for me last night. At about 8 p.m. I was asleep and a pilot alarm came up and the pilot disengaged. I was doing about 28 knots at the time. And the boat turned immediately into an emergency crash tack. It turned out that a defective GPS brought the network down, which meant the pilot was unable to work. Anyway, after that I was completely exhausted and wasn't prepared to pull the jib out again. So I think in effect, all in all, it's cost me about 80 to 100 miles. D'heure en heure, Alex Thompson voit son avance fondre comme neige au soleil. Au cœur de la dépression, la chasse est lancée. Sébastien Josse plante le décor. Un petit tour d'horizon avant l'empannage. Un petit coup de chaud avec l'empannage, c'est pas qu'il fait chaud dehors, mais c'est le matossage, c'est pas évident. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble.
Après 5 jours de mer, les 3 leaders se retrouvent presque sur une même ligne. Il leur faut encore négocier quelques séquences de vent fort, mais pas à n'importe quel prix. On voit du très très lourd, là, il y a 40 nœuds. Du nœud, pas du nœud en bois, du nœud en acier quoi. Bateau à 25 nœuds. Là ça chauffe, donc il faut aller vite, mais il faut que le bateau sorte indemne de là aussi, donc voilà. Faut faire gaffe. Au même moment, 380 000 dans le sud-ouest, Vincent Rioux est en approche des Açores où son équipe l'attend pour une réparation express de sa voie d'eau. Ça c'est l'île de Fayal. Et derrière la pointe, au bout là-bas, il y a le port d'Horta. Nous allons nous arrêter cette nuit. Atelier bricolage aussi chez Tanguy Delamotte, mais c'est en mer que cela va se passer, conséquence d'un départ à l'abatté et d'empannage inopiné. Ce matin, j'ai déchiré la grand voile. Donc il y a 3 lattes de cassé. Donc j'ai pris le 3e riz et pour l'instant je limite les dégâts sur la route, mais ça va pas être facile. Tanguy Delamotte a cédé la 4e place à Paul Meillat, lequel accuse un retard d'environ 400 000 sur le trio de tête. Le skipper de SMA peut encore avancer dans des vents de 20 à 30 nœuds, mais plus pour très longtemps. Maintenant, cette dépression est dans notre nord et elle est en train de se combler, donc il y a de moins en moins de vent. Donc on a empanné et on fait à peu près redirect vers les Sables d'Olonne. Plus loin derrière, le groupe Newport, celui des bateaux éclopés, est emmené par Jean-Pierre Dick, exténué après un changement de voile. Voilà l'état dans lequel je suis après une manœuvre. Manœuvre de Genac, plus d'une demi-heure d'effort intense. Content qu'on soit passé une autre voile parce que le vent est en train de monter et voilà, c'est gage de sécurité. Devant, on entrevoit le bout du tunnel tout en profitant des derniers moments de vitesse. Alex Thompson a perdu la totalité de son avance et probablement un peu plus. Jérémy Bayou a pris la main. C'est à peu près à 700 000 de l'arrivée, en tête. Petite vingtaine de mille devant Sébastien Josse, qui se trouve par là, dans mon sud-ouest. Jérémy Bayou, nouveau leader précaire dont le moral en 24 heures suit la même courbe descendante que la force du vent. Ah, voilà comment perdre une course. Putain de grain. Donc on est à 6 nœuds. Et puis derrière, Seb il est à 15 ou 16. Donc on avait 30 000 d'avance. Voilà comment on perd toute son avance. Fait chier quoi. Pas de bol quoi. Merde. La tête de course, et fort logiquement Jérémy Bayou le premier, se heurte à un barrage sans vent. Phénomène fréquent à l'approche de l'été dans le golfe de Gascogne. Il reste 280 000, devant Seb avec des positions un petit peu difficiles à tenir. En peu de mots, Sébastien Josse résume assez bien une fin de course à l'issue incertaine, aléatoire, entre casse-tête et loterie. S'il n'est pas complètement résigné, Alex Thompson, lui, ne se fait guère d'illusions quant à son classement à l'arrivée. France is that way, just over 200 miles. Back here we've got first and second place boats, Matra Cock and Gitana. And all the models are all agreeing now. The models are basically saying I'm going to come third, but the models aren't always right. Décalés plus au sud que Thompson, proche de la route directe, Bayou et Josse, eux, sont allés chercher un petit flux d'est. Le skipper de Maître Coq est toujours en tête et son moral remonte. La nuit s'est pas mal passée. Contourner la zone de Molle par le sud, en compagnie de Gitana. Et on s'est fait une petite bataille de celui qui empannerait au meilleur moment. Je pense que je m'en suis pas mal tiré. Donc il y a une petite dizaine de milles derrière, donc ça c'est bien, ça c'est fait. Maintenant il faut qu'il y reste. Mieux, Jérémy Bayou va s'échapper, car en anticipant son empannage, il a pu éviter une bulle sans vent dans laquelle Sébastien Josse s'est enferré. Sauf cataclysme, la messe est dite.
Triple vainqueur de la solitaire du Figaro, Jérémy Béyoud a fait parler son expérience sur la fin de course, quand il a fallu parfaitement maîtriser l'exercice de la régate au contact et composer avec des vents capricieux. En 9 jours, 16h57 minutes, le skipper de Maître Coq remporte la première édition de la Transat New York-Vendée. Dans le chenal du port des Sables d'Olonne, on a ressorti la ferveur des grandes occasions pour fêter le vainqueur. Dans la tête duquel, d'autres images doivent forcément s'entrechoquer. Lamazou, Gauthier, Auguin, Desjoyaux, Rioux, Gabard, une liste sur laquelle il rêve d'ajouter son nom dans quelques mois. A noter que Jérémy Béyoud, rarement épargné par la malchance ces dernières années, signe ici sa première victoire en solitaire dans la classe IMOCA. C'est une belle victoire. C'est une superbe course. Tout le team a vraiment beaucoup bossé pour être prêt, comme moi je le souhaitais au départ de cette course-là, avec un bateau performant. Je trouve qu'on a plutôt bien managé tout ça, à la fois dans notre préparation, et puis moi dans la façon de mener le bateau. Donc ça a été 9 journées très intenses. Ça a été une belle bagarre, ça a été vraiment du très très haut niveau entre les 3 premiers. Là. Donc voilà, c'est une superbe course à gagner. Moins de 2h30 plus tard, c'est au tour de Sébastien Josse d'en finir. Le skipper du bateau Edmond Rothschild a mené la vie dure à Jérémy Béyoud tout au long d'une course assurément exigeante. Ah, ça tire un peu sur le marin quand même, hein, on va pas se cacher. Ça reste, voilà, quand il y a du contact, on essaye de ne pas laisser passer grand chose. Et puis les conditions aussi, quand c'est des transats courtes comme ça de 8 jours, on sait que c'est un sprint. C'est pas le rythme qu'on aura sur le Vendée Globe. Maintenant, c'était le rythme de la transat et c'est bien de se tester, de voir si on est capable de tenir la cadence ou pas, si le bateau il tient pas. Donc nous, là-dessus, on est satisfait. Pour parfaire le tableau, il fallait un superbe troisième. Alex Thompson est celui-ci qui vient compléter un podium inédit. Solide leader de l'épreuve pendant plusieurs jours, qui sait ce qu'il serait advenu sans son problème de GPS. Il est finalement relégué à un peu plus de 4 heures du vainqueur, le Britannique, est conquis par cette nouvelle transat. That was a great fight, very enjoyable. I think I'd say that feels like the first 9 days of the Vendée Globe. You know, it's a sprint, everybody working very hard. Very interesting race, quick to begin with, a big storm in the middle and light at the end. So it had everything, eh? It was a great race for the calendar, I think. 14 bateaux au départ, 12 à l'arrivée. Seul Armel Lecléache et Peter Erema ont abandonné. Le bilan est plus qu'encourageant. De Paul Meillat 4e à Konrad Coleman 12e. La plupart des concurrents ont des motifs de satisfaction, même si certains n'ont pas obtenu le résultat escompté. Exemple Yann Eliès, qualifié pour le Vendée Globe, mais vraiment déçu. Passer 9 jours en mer ou un peu plus en solo sur ces bateaux-là, c'est toujours de l'acquis, c'est toujours de l'expérience de prix en vue du Vendée Globe. Donc il n'y a pas que du négatif. Après, voilà, il reste pas moins que le résultat il est à 100 milieux de ce que j'espérais, de ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de déception en arrivant ici. Qualification en poche aussi pour Kojiro Shiraishi, en passe d'être le premier japonais à participer au Vendée Globe. Désormais, c'est une autre course qui commence pour lui. まだ資金が十分足りないんで、もう一回資金を集めて、で最高のね仕上げをしたいと思いますと。はい。 Alors plus généralement, que faut-il retenir de cette Transat New York-Vendée première du nom? D'abord, que Jérémy Béyoud a marqué les esprits, malgré une course au déroulement chaotique suite aux avaries qu'ont connu plusieurs de ses concurrents, comme Armel Lecléache ou Vincent Rioux. À 5 mois du départ du Vendée Globe, il a fait le plein de confiance. C'est moi effectivement qui me rassure. Qui me rassure sur les performances du bateau, qui me rassure sur la fiabilité du bateau, et puis qui montre aux autres aussi que je suis là, quoi. Alors l'année dernière ou l'année d'avant, moi sur ce bateau-là, j'aurais pas tenu la cadence, le bateau aurait pas tenu la cadence, et que cette fois-ci on y soit arrivé, c'est très bon signe pour le Vendée Globe. Autre enseignement pour le prochain Vendée Globe, le nombre de candidats à la victoire. Lors des 4 dernières transats, on compte autant de vainqueurs différents. Autrement dit, le jeu sera ouvert comme rarement. Enfin, si l'on met de côté les événements malencontreux du début de course, il semble que les IMOCA équipés de foils sont de plus en plus fiables. On atteste un podium entièrement trusté par des foilers, encore loin pourtant d'avoir montré tout leur potentiel.
Mais qui d'autre qu'un coureur au large est mieux placé pour savoir que la vérité d'une course est rarement celle de la suivante? Une question à méditer en attendant le 6 novembre prochain, date de départ du 8e Vendée Globe, à n'en pas douter, dans toutes les têtes.